Bonjour Stéphanie Ovide, merci d'avoir accepté l'invitation d'Entretemps. Alors, vous êtes conservatrice-restauratrice ou restauratrice du patrimoine. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique? Alors, la conservation-restauration, c'est un ensemble d'interventions qui visent à prolonger la vie d'un objet ou d'un monument, tout en respectant sa signification culturelle, historique, éthique, esthétique. Et donc, en fait, la restauration vise non pas à refaire un objet à neuf, mais bien à prolonger sa durée dans le temps, tout en respectant son importance générationnelle et culturelle. D'accord, donc on ne refait pas, on prolonge l'existence. Oui. Vous êtes spécialisée en matériaux textiles, puisqu'il y a des spécialisations, on n'est pas restauratrice de tout. Vous êtes donc spécialisée en textile, et donc pour qu'on sache vraiment de quoi on parle, qu'est-ce que c'est qu'un textile? À quoi est-ce que ça peut servir en dehors de la première utilisation à laquelle on pense, c'est-à-dire la fabrication des vêtements? Alors, un textile, d'une façon très large, c'est un ensemble de matériaux à base de fibres. Donc on pense textile en général tissé, donc des tissus tissés sur des métiers à tisser, mais au cours du temps, ça a évolué en fonction de l'application de ces matériaux. Donc il y a eu le tricot, le crochet. Dans le monde contemporain aujourd'hui, on a aussi des matières non tissées, des matières qui sont intelligentes, on va dire. Par exemple, je pense aux vêtements des astronautes. Ça peut aussi être pour pouvoir avoir des vêtements plus thermiques qui réchauffent. Enfin, il y a toute une évolution du textile. Alors, le textile, bien sûr, le vêtement, mais et le vêtement qui a une fonction de couvrir et de protéger la peau, c'est la première fonction du vêtement. Mais bien sûr, il y a tout un aspect esthétique qui rentre en jeu et ornemental. On pense aux tapisseries, au mobilier qui sont parfois couverts de textiles, comme les paravents, par exemple. Mais il y a aussi du mobilier par exemple, je pense aux icônes. J'ai restauré il n'y a pas longtemps une icône qui sont entièrement couverts de textiles. Il y a également les tentures dans les châteaux, des rideaux. Enfin, il y a beaucoup de textiles partout. Et donc, en tant que conservatrice-restauratrice, il y a deux familles finalement de textiles. On va parler de textiles tridimensionnels avec tout ce qui est mobilier, objets en volume et costumes, ça en fait partie, vêtements, et les textiles plats, à savoir les tapisseries, les tentures. Et donc, c'est pas forcément les mêmes façons de travailler aussi. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, puisque vous avez soutenu en 2023 une thèse sous la direction de Jean-François Bassereau, qui était à cheval entre création, design et restauration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, je sais que c'est compliqué, mais sur quoi vous avez travaillé pour votre thèse ? Oui, c'était un sujet passionnant, ben oui, puisque j'en ai fait une thèse. C'est parti d'un constat, cette recherche en 2015. Je restaurais des collections de nombreuses maisons de couture, notamment la maison Balenciaga, et j'avais noté des dégradations spécifiques. Alors quand je dis dégradation, c'est des défauts, pour ceux qui ne connaissent pas la profession, on a notre jargon. Donc des dégradations sur des vêtements
formés et thermocollés. Alors j'explique. Thermocollés, c'est-à-dire que ce sont des matières qui sont faites avec plusieurs couches de matériaux, par exemple une mousse, un tissu en polyamide et de la soie. Et tout ça est pressé et maintenu. L'ensemble est maintenu par la chaleur. Si je peux donner un exemple, par exemple une combinaison de plongée en néoprène. Voilà, ça c'est une matière thermoformée. Et donc il y a eu plusieurs collections qui ont été faites avec ces matières thermoformées parce que au niveau du design, ça donne un tombé très particulier, c'est-à-dire que c'est très droit, ça bouge à peine avec le corps, et donc c'était une envie esthétique de la part du directeur artistique. Et j'ai noté que ces collections récentes, qui étaient conservées dans de très bonnes conditions d'archives, se dégradaient et se décollaient à des endroits très petits, mais au centre des textiles. Donc en fait, on n'avait aucun moyen en restauration de réadhérer ces couches qui se décollaient. Et esthétiquement, c'est pas très beau pour l'exposition. Et en plus, c'est évolutif, c'est-à-dire que les petites bulles vont devenir des grandes bulles. Et donc voilà, ça a été une vraie question. Et pour ça, je me suis rapprochée du studio du design pour comprendre comment c'était fabriqué et pouvoir intervenir par la suite. Donc c'est un sujet qui a intéressé la maison Balenciaga et j'ai eu la chance d'avoir un financement CIFRE de leur part. Alors CIFRE, c'est un financement unique de la part de l'État français qui permet aux entreprises d'investir et de financer, et l'État en finance une partie, des projets de thèse. Donc voilà, ça a duré 4 ans. À l'issue de ces 4 ans, j'ai pu mettre au point un outil qui permet de pouvoir insérer des points de colle par vapeur spécifiquement pour réadhérer ces surfaces. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est pas paradoxal d'être obligé d'intervenir, parce que c'est des créations qui sont contemporaines, qui sont pas très vieilles, qui datent de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe siècle. Oui. Début du XXIe siècle. Début du XXIe siècle. Est-ce qu'il n'est pas paradoxal de fabriquer des objets qui doivent être aussi vite restaurés? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, c'est une bonne question, et c'est vrai qu'a priori, on se dirait à quoi bon et pourquoi, est-ce que c'est de la bonne qualité? Mais finalement, quand on prend l'histoire de la mode dans son ensemble, on se rend compte que c'est une discipline qui a toujours cherché l'innovation depuis sa création. Et en fait, aller vers des matières innovantes, c'est aussi un peu partir à tâtons sur son évolution. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, mais on décide, pour des raisons esthétiques, premièrement, mais pourquoi pas aussi simplement d'innovation, d'aller vers ces matières. Et c'est là que le rôle du restaurateur est intéressant dans cette période dans laquelle on vit, c'est qu'il va y avoir un échange en amont du restaurateur avec ses connaissances et du designer. Et j'espère, en tout cas, moi c'est un peu mon cheval de bataille, c'est essayer d'instaurer ce dialogue de plus en plus. Alors vous qui êtes restauratrice, vous savez qu'on n'a pas du tout déontologiquement le droit d'intervenir sur les choix du créateur, mais par contre cette mission de conseil peut être intéressante. Donc c'est un véritable échange qui se met en place entre les créateurs de mode et vous, restauratrice, c'est ça? Oui, en tout cas, on est dans les prémices, mais ce serait bien que ça évolue dans ce sens, parce que nous, restaurateurs, avons une connaissance de la matière et une capacité de prédire son vieillissement. Et c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus, notamment quand on parle de sustainability, en tout cas de recyclage, d'écologie. Et je pense que ce sont des connaissances qui méritent d'être croisées. Alors, vous travaillez également sur des objets plus anciens. Vous avez fait un
un séjour à la Villa Médicis, Oui. Et où vous avez travaillé sur des velours brodés Oui. de la fin du Moyen-Âge. Est-ce que vous abordez ce type d'objet de la même façon que vous abordez les pièces de haute couture de la maison de Balenciaga? Est-ce qu'il y a des différences? Sur le principe, non. C'est toujours la même méthode et la même approche scientifique, à savoir, dans un premier temps, un constat d'état de la pièce, ensuite un diagnostic qui va être discuté avec le propriétaire de l'œuvre, hein, que ce soit un musée ou un particulier, et ensuite une proposition de traitement, toujours en accord avec le propriétaire de l'œuvre, et ça ne change pas. Par contre, ce qui peut changer, c'est effectivement de prendre en compte plus largement l'environnement de la pièce et ce qui va lui arriver. Par exemple, un costume, une pièce de haute couture va être très souvent exposée. Elle va beaucoup voyager, c'est un peu des stars, voilà. Elle va être exposée parfois pendant 6 mois, alors que normalement, c'est 3 mois la règle, c'est 3 mois d'exposition. Donc, elle va être beaucoup plus sollicitée que, par exemple, une pièce du Moyen-Âge. Et dans ces cas-là, un Moyen-Âge dans un musée avec tout ce que ça demande comme règles de conservation préventive. Donc, petit rappel, la conservation préventive, c'est vraiment la science de maintenir l'objet et de le stabiliser le plus possible dans son environnement. Donc là, mon approche va être différente parce que mon traitement va être différent. Il va être peut-être plus poussé, plus solide qu'une pièce du Moyen-Âge qui va être mise en réserve ou moins sollicitée. En tout cas, je vais le prendre en compte. Et donc, vous avez dit que vous commencez par un constat d'état et puis un diagnostic. Donc, vous établissez à peu près l'état dans lequel est l'objet et les raisons qui ont amené à cet état. Et une fois que ce diagnostic est posé, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un traitement? Alors, pour un velours brodé, par exemple, sur cette pièce sur laquelle j'ai travaillé, donc le constat d'état précis va faire apparaître les dégradations évolutives ou non, les possibilités d'intervention en fonction de ce que souhaite le conservateur. Et les traitements. Donc là, en l'occurrence, il y avait plusieurs types de traitements possibles et c'était l'objet de ma recherche. Les traitements que l'on connaît et qu'on applique en général, c'est-à-dire un dépoussiérage des zones empoussiérées, un nettoyage par tamponnage. Alors là, je vais rentrer un peu dans le jargon, mais c'est une façon avec un solvant d'essayer de nettoyer un peu les couches d'oxydation parce que les broderies sont faites de filets métalliques, c'est-à-dire que les filets métalliques, c'est une âme en soie. C'est joli le mot âme, hein, mais en fait, c'est un fil de soie. Et autour est enroulée une lame en métal, en argent doré, qui va être tortillonnée comme ça autour. Et ça, pour chaque filet. Et c'est très, très fin. Donc, on peut intervenir comme ça, de façon très, très fine, avec un solvant, pour redonner une forme de brillance et enlever l'oxydation. Après, il y a d'autres méthodes, et c'était l'objet de ma recherche en Italie, la méthode de nettoyage au laser, qui fonctionne beaucoup en Italie et qu'on utilise pas beaucoup en France, qui permet, grâce au laser, d'éradiquer la couche d'oxydation. Donc toute la partie brunie, elle s'en va. Voilà. Et une autre méthode était l'électrolyse. C'est avec un chercheur qui travaille à l'Arc et qui était au départ fait pour des objets d'orfèvrerie, et il s'appelle Christian de Grigny, et nous avons affiné ensemble ce stylo pour qu'il puisse correspondre
à la demande, à ma demande de nettoyage des filets métalliques. Donc voilà, après le diagnostic, c'est le genre de proposition de traitement qu'on peut proposer. Bon, là, il est vrai que j'avais 6 mois de recherche devant moi, donc voilà, on n'a pas toujours ce temps. Donc, dans ce que vous expliquez, la conservation-restauration, c'est une activité qui a autant besoin de savoir-faire qui relève de l'artisanat que de connaissances qui relèvent plutôt des sciences de la nature. Comment est-ce que ces deux savoirs et savoir-faire s'articulent? Comment est-ce qu'on arrive à allier ces deux types de connaissances? Alors, tout à fait, c'est vraiment le croisement de plusieurs disciplines, la restauration. Et d'abord, on l'apprend pendant la formation, puisqu'on apprend, enfin, on doit déjà avoir un bagage en chimie des matériaux, en histoire de l'art, et bien sûr, le savoir-faire de la main. Et en fait, il faut vraiment pouvoir jongler entre ces trois savoirs. Et quand on a acquis ces bases, ensuite c'est l'objet qui parle. C'est l'objet en fait qui va nous donner les pistes pour savoir où et comment intervenir. Enfin, moi je pense que l'objet parle beaucoup déjà de lui-même. Il parle de son histoire. Surtout une robe, par exemple, quand on étudie une robe, déjà, elle nous donne énormément d'informations sur la personne qui la portait, sur son histoire, sur pourquoi est-ce qu'elle a été abîmée à tel endroit plutôt qu'un autre. Donc, déjà, on peut imaginer une histoire. Elle nous raconte une époque. Et puis, elle nous raconte aussi l'industrie de l'époque. Surtout, par exemple, s'il y a un tissu synthétique, je pense par exemple aux années 30, où la mode a beaucoup expérimenté avec les textiles et le début des synthétiques. On peut déjà dater la pièce. Elle va aussi au niveau du savoir-faire, des techniques, quel type de broderie. Il y a des broderies qu'on utilise au 19e siècle qui ne sont pas les mêmes au 20e siècle. Il y a des broderies machines, il y a des broderies main. Donc tout ça, en fait, demande d'avoir tous ces savoirs. Et il n'y a pas vraiment un bouton pour passer d'un à l'autre, mais en fait, c'est un dialogue permanent avec l'œuvre et on a, nous, en tant que restaurateurs, cette boîte à outils de connaissances qu'on va sortir au fur et à mesure. Et en fait, c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas de recette qui s'applique. C'est vraiment à chaque pièce une unicité de chaque pièce qui va nous donner des clés de compréhension et ensuite on va pouvoir intervenir. Oui, la connaissance de l'histoire des techniques de fabrication est aussi absolument centrale. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure les formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les formations qui permettent de devenir conservatrice, restauratrice ou conservateur-restaurateur? Depuis quand elles existent? Il y a 3 formations diplômantes aujourd'hui en restauration textile qui permettent d'avoir un diplôme d'État et de travailler sur les collections des musées de France. Donc il y a l'Institut national du patrimoine, qui est une formation en 5 ans, l'Université de Paris 1, qui délivre un master en conservation-restauration de biens culturels, l'École d'art d'Avignon, qui délivre aussi une formation diplômante sur la restauration textile. Alors, bien sûr, ces formations sont très complètes. Elles demandent, comme je l'ai dit tout à l'heure, une science des connaissances de la matière, de la chimie des matériaux et bien sûr du savoir-faire, que ce soit du tissage, de la broderie, du patronage, de la teinture. On n'en a pas parlé, mais la teinture est également en textile un art, je dirais que c'est un art parce que voilà, très important. Et tout ça s'apprend pendant la formation. Alors justement, vous êtes également coloriste. En quoi est-ce que ça consiste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Oui. ce que ça signifie?
C'est le coloriste, l'art de faire de la couleur, et particulièrement pour les textiles, la teinture est un savoir-faire qui existe depuis la nuit des temps. Je l'ai toujours été dans la mesure où, en tant que restauratrice textile, on doit savoir reproduire sur un textile exactement la couleur de l'œuvre qu'on restaure. Chaque œuvre restaurée demande un échantillonnage de couleurs lui correspondant. Et ça, on apprend à le faire en tant que restauratrice. Donc, c'est très codifié, il y a des recettes. Chaque restaurateur a son carnet de recettes avec des couleurs. Et les colorants sont en majorité synthétiques, mais de plus en plus, depuis les années 2010, on expérimente sur les colorants naturels. De plus en plus. Premièrement, parce qu'ils sont moins toxiques pour nous. Et ensuite, parce que finalement, c'est aussi de se rapprocher d'un art de la teinture qui a toujours existé avec des colorants naturels venant des végétaux ou des coquillages ou des insectes. Donc, moi, je me suis éloignée de ça à un moment donné en partant de la plante, en partant de la source, pour voir ensuite ce que ça pourrait donner comme couleur. Et dans ce cadre, j'ai pu travailler surtout avec des artistes qui s'intéressaient justement à cette idée de partir vraiment de la plante sans avoir une idée précise de la couleur que ça rendrait à la fin. Et ça, c'était aussi l'objet de mon travail à la Villa Médicis, dans une optique plutôt artistique, en fait, et conceptuelle. Et cette activité de coloriste vous a aussi amené à travailler avec des artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je me suis rendu compte aussi à la Villa Médicis que l'univers de la restauration peut être une grande source d'inspiration pour des artistes. Et dans ce cadre, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai collaboré avec l'artiste Ethel Adnan qui a peint avec des couleurs de mes teintures. J'ai également participé plutôt à un projet avec Eva Jospin sur une broderie que nous avons initié ensemble. En fait, mon univers de textile et de couleurs l'a inspirée, elle qui ne travaillait que le carton, pour faire une œuvre brodée. Ensuite, il y a aussi ce côté de prédiction du vieillissement qui intéresse énormément, notamment le directeur artistique de Balenciaga aujourd'hui, Demna Gvasalia, qui s'intéresse énormément à l'idée de vieillir prématurément des textiles et des vêtements et en faire une collection. Donc il a fait appel à mes connaissances de pouvoir vieillir à l'avance avec des chambres de vieillissement, ce qu'on utilise parfois en restauration. Donc il y a comme ça un échange d'inspiration de la part des artistes, mais aussi de ma part en tant que restauratrice, de conseils sur la capacité d'utiliser certains matériaux plutôt que d'autres, si ils ont envie que leur œuvre soit plus pérenne ou dure plus longtemps. Et dans ces cas-là, je vais conseiller sur certains types de produits, de fils, de couleurs, qui vont ensuite intégrer dans leur création. Donc finalement, la conservation-restauration, c'est une discipline qui est autant tournée vers le passé que vers l'avenir. Oui, elle fait le lien. En fait, notre travail, c'est d'aider ce passage à travers le temps et ce lien, oui, bien sûr. Alors, vous parlez de teinture. Est-ce qu'il existe une différence entre des teintures et des pigments ? Est-ce que c'est la même chose ? Alors, la teinture part de pigments, parfois, mais pas forcément. Mais de toute façon, j'utilise la teinture en restauration exactement comme un restaurateur de peinture va utiliser une palette de couleurs qu'il va créer avec des pigments pour restaurer un tableau.
Moi, je vais le faire avec de la teinture. C'est plus long. Une teinture en moyenne, c'est 3 heures de temps, sans être sûr du résultat à la fin exactement. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais voilà, on est aussi proche des pigments, bien évidemment. J'ai une question très spécifique autour des couleurs des textiles. Souvent, quand on visite des musées ou des châteaux, il y a des tentures anciennes qui nous paraissent un peu fades. On dirait que les couleurs sont un peu passées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a cette impression, quel est ce phénomène, et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Alors, il y a plusieurs raisons pour laquelle on a cette pâleur. La première, en général, c'est la poussière. Parce que les microparticules de poussière vont venir se mettre à l'intérieur des fibres et dans le tissage. Donc, on a un effet grisonnant, comme ça. La deuxième, la lumière. Malheureusement, la lumière aura tendance à décolorer certaines couleurs. Et la troisième raison, c'est la qualité du colorant. Parfois, certains colorants, surtout après l'époque industrielle, le 19e siècle, les colorants ont tendance à pas forcément être d'aussi bonne qualité et à rester aussi vifs que les colorants naturels. Voilà. Donc, comment je peux intervenir? Il y a plusieurs façons. La première, ça va être d'effectuer un dépoussiérage minutieux de la surface. Alors, des fois, ça peut être vraiment incroyable, hein, le résultat. Je pense à une icône que j'ai restaurée du XVIIIe siècle, qui était dans des couleurs très pastel, mais elle était complètement obscurcie et noircie parce qu'elle avait été utilisée chez quelqu'un avec des bougies autour. Et du coup, elle était complètement noircie. Et en fait, j'ai fait un dépoussiérage et ensuite un gommage. Alors, on fait des gommages avec des éponges très fines. Et en fait, elle a retrouvé entièrement sa luminosité et ses couleurs 18e qui sont très pastel, très fines comme ça. La deuxième façon, c'est d'utiliser un trompe-l'œil. C'est-à-dire que je vais teindre des crépelines. Alors, c'est de la soie très très fine, des toiles de soie très fines, pratiquement transparentes, que je vais teindre à la couleur ou peut-être à la couleur d'origine, que je vais parfois retrouver dans des recoins, dans des revers du tissu qui n'a pas été exposé. Et donc, ensuite, je vais la coudre et l'appliquer et la coudre sur le tissu d'origine. Et là, ça va redonner une idée de la couleur d'origine. J'ai des collègues aussi qui font de l'impression, notamment au château de Fontainebleau, une collègue qui a fait de l'impression de tulle de nylon qu'elle a appliqué sur des tentures. Et c'est assez remarquable. On ne peut jamais, en tout cas, intervenir directement sur l'œuvre. Je ne vais pas reteindre. Ça, on ne doit jamais réintervenir directement sur un textile parce que toute action de restauration doit être réversible. Donc, si je reteins ou peins un tissu, je ne vais pas pouvoir revenir en arrière. Et on va perdre l'information d'origine de ce textile, en fait. Et quand vous intervenez comme ça pour essayer de rendre l'image un peu plus lisible, est-ce que vous faites en sorte que tout soit parfaitement invisible, toute votre intervention soit parfaitement invisible, ou est-ce que vous laissez une certaine part justement de visibilité de votre intervention? Alors c'est intéressant votre question parce que c'est entre les deux. C'est-à-dire que pour la personne qui va voir l'objet dans une exposition, ce serait quand même mieux que ce soit invisible. Donc c'est l'objectif. Mais il faut toujours qu'on puisse, quand on a le nez dessus, se rendre compte qu'il y a eu une intervention. Voilà. Donc on est vraiment entre les deux. Mais comme je dis toujours, quand on réussit une restauration, c'est qu'on ne voit pas notre travail. Donc c'est cette idée de l'invisible qui
qui reste quand même importante. Oui, il faut qu'un professionnel, Oui, en revanche, soit capable de l'identifier absolument. pour pouvoir le défaire si le besoin s'en fait sentir Oui. à un moment, quoi. Ouais. Et aussi l'importance de la documentation. Toute action de restauration doit être accompagnée d'un rapport de restauration qui explique vraiment de quoi il s'agit, ce qui a été fait et qui va rester avec l'œuvre. J'ai un exemple comme ça, j'ai eu la chance de pouvoir intervenir sur le tutu des petites danseuses de Degas, mais je ne savais pas que c'était le tutu d'origine, en fait, et je connaissais pas son histoire. Et en fait, cette pièce a été restaurée. Et il y a eu un rapport de restauration important là-dessus, et il y a eu un fac-similé fait du tutu. Et moi, je suis intervenue sur le tutu d'origine qui était dans les réserves. Donc voilà, tout ça, il faut le savoir dans l'histoire de l'œuvre. C'est vraiment important. Et pour le savoir, il faut le documenter. Exactement. Vous exercez donc aujourd'hui en France, mais vous avez aussi une certaine expérience de la pratique et de l'enseignement de la conservation-restauration aux États-Unis. Est-ce que vous voyez des différences extrêmement saillantes entre les deux types de pratiques, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt homogène? Je dirais qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a peu de différence. Mais il fut un temps où il y avait une différence importante, dans la mesure où, dans les années fin 90, 2000 en tout cas, il y avait quand même une volonté de la part du monde de la restauration aux États-Unis vraiment d'aller dans l'expérimentation avec des matériaux nouveaux, avec des fils différents, synthétiques. Et en France, à ce moment-là, on était quand même encore très méfiant de l'arrivée de certains matériaux dans la restauration. Je pense notamment au tulle de nylon, qui a fait l'objet de mon mémoire de master, qui n'était pas du tout utilisé en France. On utilisait du tulle de soie pour restaurer du tulle de soie. Et aux États-Unis, on restaurait du tulle de nylon. Et donc ça a été très compliqué à introduire et à prouver. Bon, c'est bien, j'ai pu en faire l'objet de mon mémoire, en faisant tous les tests nécessaires, des tests de vieillissement, de poids, de colorimétrie, pour prouver en fait que c'était un matériau qui pouvait être utilisé aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, il est utilisé partout, et par tous les restaurateurs. Mais voilà, il y avait quand même une réticence à aller dans certaines directions. Et à juste titre, parce que je trouve que c'est bien aussi voilà, j'ai évolué là-dessus. Au début, je comprenais pas trop, mais je trouve que c'est bien aussi de prendre plus de temps et d'avoir plus de recul avant de se lancer dans des nouvelles techniques. C'est le cas du laser, par exemple, qui est très utilisé en Italie. Et maintenant, en France, on commence à se dire, ah, pourquoi pas le laser? Donc voilà, c'est intéressant aussi culturellement de voir comment certains pays sont plus audacieux que d'autres, mais je pense que les deux sont très bien. Oui, il y a un temps pour adopter une nouvelle technique, oui. De l'expérimenter, essayer de évaluer sa durabilité, oui. Et une vitesse qui est différente selon les zones géographiques. Oui. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience la plus insolite en termes de conservation-restauration? Alors, j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui me vient à l'idée. C'était la restauration du carrosse de la reine Marie-Louise au musée vivant du cheval. Et donc, c'était l'hiver. Et on travaillait dans les écuries, enfin, en tout cas, dans le manège couvert. Et ce carrosse, il n'avait pas du tout été restauré, ni même regardé, je dirais, vu l'état dans lequel il était. Et nous étions une équipe de 3 restauratrices pour le textile, mais il y avait également des restaurateurs en bois doré et en métal. Donc il a fallu se mettre d'accord sur le niveau d'intervention qui devait être homogène entre nous. Et donc on a entièrement restauré le carrosse.
Ça a duré des mois, il faisait froid, c'était l'hiver, et avec la tête comme ça pour le ciel du toit, et puis enlever au départ toute la poussière, les bêtes mortes. Enfin, c'était quand même un chantier énorme. Et à la fin, je me souviens de ce grand dîner de déjeuner pour l'inauguration de l'ouverture du musée vivant du cheval, avec des personnalités et nous, recroquevillés dans le carrosse, à terminer les derniers points pour qu'ils soient vus. Donc voilà, ça reste une expérience incroyable aussi. Et puis de travailler au milieu des chevaux, dans ce carrosse sublime qui a été restauré et qui appartenait à la reine Marie-Louise. Enfin voilà, c'est tout un contexte assez particulier. Vous avez dit que vous en aviez plusieurs, vous pouvez en raconter une autre? Enfin, j'ai été détachée par le Louvre en mission pour une collection privée au Koweït, pour la collection du cheikh et de la cheikha. Et donc je suis partie là-bas et j'ai vu des textiles absolument incroyables. Elle m'a demandé de faire une étude et de faire une étude de conservation préventive et aussi d'intervenir. Et malheureusement, je n'avais pas les outils. C'est très compliqué de faire venir du matériel en Koweït à part en jet privé. Et du coup, ça devenait assez compliqué. Donc, j'ai proposé de faire venir ces textiles à l'atelier et de les restaurer. Ils ont été exposés pour l'ouverture du département de l'Islam au Louvre. Et c'était incroyable d'avoir ces textiles pré-islamiques datant de 300 ans avant Jésus-Christ à l'atelier et de travailler dessus. Enfin, ça reste une expérience absolument fabuleuse et d'avoir ça à l'atelier et voilà. Merci beaucoup.